Bonjour et bienvenue sur le podcast Venu d'ailleurs, le podcast où nous parlons de recherche en astronomie et astrophysique avec une première saison dédiée à la recherche de vie ailleurs. Nous sommes Lucie Lebouleux et Franck Celsis et cette semaine on attaque Mars et Titan. C'est l'heure du goûter et nous vous proposons une petite glace rafraîchissante, des robots martiens, des petits bonhommes verts, des fake news, des planètes et des lunes et le tout sous les rayons de notre étoile, le Soleil. Et pour cela nous avons deux invités. Caroline Fraissinet, chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire Atmosphère et Observation Spatiale, le LATMOS. Elle est spécialiste de la chimie des corps du système solaire, en particulier Mars et les lunes glacées de Jupiter et Saturne. Et nous avons aussi Alice Le Gall, qui est enseignante-chercheur, aussi au LATMOS, et qui s'intéresse aux surfaces des planètes du système solaire, et notamment de Mars, Vénus et les lunes de Jupiter et de Saturne. Et elle a reçu en 2018 la médaille de bronze du CNRS. Elle a aussi écrit un livre, Les mondes de Saturne, avec Sandrine Gerlet, Sandrine Vinatier et Sébastien Charnoz. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. D'abord observées grossièrement, nos planètes voisines, et en particulier Mars, ont été le réceptacle populaire de nos fantasmes de vie extraterrestre, de martiens belliqueux, alimentés par des annonces spectaculaires et des démentis discrets. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quels sont les lieux dans le système solaire où des formes de vie pourraient exister ? Caroline Fraissinet. Par rapport à la première partie, justement, sur ces fantasmes de vie extraterrestre, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la même optique aujourd'hui que par rapport à ce qu'on était dans les années 50, avec le paradoxe de Fermi, s'ils existent, où sont-ils ? C'est vrai qu'à cette époque, on avait une idée dans la population où les extraterrestres technologiquement développés, existaient un petit peu partout, sur Vénus, sur Mars, il y avait des civilisations, mais on pouvait pas les voir. Et on était plus dans un système d'attente passive que les extraterrestres nous contactent. Et donc, c'était vraiment une autre époque, ce paradoxe de Fermi qui avait été formulé en 1950. Il faut voir que c'était vraiment une autre époque dans le sens où la première image de la surface de Mars par le survol de la sonde Mariner 4, c'était en 1964. Et ça a été d'ailleurs une grosse déception dans la communauté et dans le grand public, dans le monde, de voir que cette surface était très stérile. On s'attendait à voir presque des villes avec des voitures volantes sur Mars. Et on voit un sol stérile et très peu propice à la vie, comme l'a dit le PI de la caméra. Mais bon, qui ne voulait pas dire qu'il y avait pas de vie, bien sûr. Ça a été une grosse douche froide. Et à partir de ce moment, on était dans un mode beaucoup plus actif de recherche de vie, où on avait des technologies spatiales qui nous permettaient d'aller sur les autres corps, de faire des recherches. Et à partir de ce moment, on n'allait plus rechercher des vies intelligentes, mais plus des formes de vie beaucoup moins développées, auxquelles on pouvait accéder en allant sur les différents corps. Oui, et parmi les déceptions là dont tu parlais, Caroline, dans les années 60, il y a eu aussi la déception de découvrir que les conditions qui régnaient à la surface de Vénus étaient infernales, parce que avant aussi la mission Mariner 2, donc avant son survol de Vénus en 1962, on se disait que Vénus, qui a à peu près les mêmes dimensions que la Terre et à peu près la même distance du Soleil, accueillait aussi des conditions très favorables à la vie. Et on imaginait toute une faune et toute une flore. Et tout ça est tombé à l'eau lorsque le radiomètre de Mariner 2 a mesuré la température à la surface de Vénus, donc en presque 500 degrés. Donc absolument pas compatible avec la vie telle qu'on connaît. Et la vie telle qu'on connaît, en fait, elle a besoin d'un élément très important, qui est l'eau liquide. Et en fait, c'est la recherche de cette eau liquide qui guide cette enquête active, comme tu le disais, Caroline, de la vie dans le système solaire. Donc le premier tri que l'on fait pour sélectionner des endroits où la vie pourrait être, c'est de trouver des endroits qui accueillent aujourd'hui ou qui ont pu accueillir dans le passé de l'eau liquide. Et parmi ces endroits, ces régions du système solaire, il y a évidemment Mars. Alors pas le Mars d'aujourd'hui, le Mars d'il y a 3-4 milliards d'années. Et puis, il y a, et ça c'est davantage nouveau, ce qu'on appelle les mondes océans, qui sont en général glacés, donc qui sont des corps glacés qui, sous leur croûte de glace, abritent un océan interne d'eau liquide. Donc c'est un peu les deux types de lieux où on cherche la vie aujourd'hui. Mars ancien, donc sur des terrains anciens de Mars, pour rechercher une vie passée, et les lunes ou les mondes océans dans le système extérieur du système solaire.
C'est vrai que tu parles de l'eau liquide en tant qu'élément nécessaire pour le développement de formes de vie. C'est vrai que c'est une priorité d'aller rechercher sur des corps où il y a eu de l'eau liquide. L'eau liquide, il faut également qu'elle soit présente de manière suffisamment pérenne pour que des réactions chimiques puissent se produire, pour que le côté solvant de cette eau liquide, qui est la caractéristique principale qui nous fait dire que c'est une condition nécessaire pour que la vie telle qu'on la connaisse puisse se développer, que ce soit suffisamment pérenne dans le temps. Mais c'est une condition parmi d'autres conditions d'habitabilité. Donc l'habitabilité, c'est les propriétés réunies au même endroit, au même moment, pour que la vie puisse se développer. Et l'eau liquide, ça fait partie de une des 4 conditions d'habitabilité. Les 3 autres étant d'avoir suffisamment d'énergie, des sources d'énergie qui vont permettre aux réactions chimiques de se produire, puisque quand on recherche des formes de vie, on parle de chimie complexe. Donc, il faut qu'il y ait des réactions chimiques qui se produisent pour pouvoir former des formes de vie. Et pour pouvoir réaliser ces réactions chimiques, il nous faut de l'énergie. On a quand même la chance, c'est que l'énergie, elle est présente un petit peu partout dans le système solaire, soit sous forme d'énergie solaire ou d'énergie apportée par les réactions redox dans les sols ou par des intégrations nucléaires. Enfin, on a vraiment des sources d'énergie un petit peu partout dans le système solaire. C'est pas limitant. Par contre, il nous faut d'autres conditions d'habitabilité réunies, en plus de cette eau liquide et de l'énergie. Il nous faut des conditions physico-chimiques qui ne soient pas trop extrêmes. Si on a des pH ultra acides ou ultra basiques ou des salinités trop extrêmes, ça va être difficile, encore une fois, pour les réactions chimiques de se produire. Et en 4e paramètre d'habitabilité, il nous faut des molécules organiques. Molécules organiques en tant que briques du vivant sur lesquelles, encore une fois, cette chimie une chimie simple peut se complexifier en chimie de plus en plus complexe et aboutir à une forme de vie. Donc, les 4 conditions d'habitabilité doivent être réunies au même endroit, au même moment. Et l'eau liquide étant une des conditions d'habitabilité, c'est vrai qu'on va rechercher en priorité dans le système solaire des endroits, comme le disait Alice, où de l'eau liquide a été pérenne à un moment ou l'est encore aujourd'hui. J'ajouterais en bonus dans les ingrédients nécessaires à la vie, et bien sûr à la vie telle qu'on connaît, on s'appuie sur ce qu'on connaît de la vie sur Terre. J'ajouterais des minéraux qui peuvent aider à catalyser justement ces fameuses réactions chimiques de briques carbonées, de briques organiques, ça veut dire tout simplement avec des liaisons carbone-hydrogène, et de ces briques-là et de molécules très simples peuvent aider à former des molécules plus complexes, jusqu'à ce qu'on appelle des molécules prébiotiques, précurseurs de la vie, comme des protéines, des acides aminés. Donc, vous avez parlé de ces niches. Donc, il y avait Mars, il y avait les mondes océans, et ces niches qui peuvent avoir de l'eau liquide ou regrouper les conditions d'habitabilité dont vous avez commencé à parler. Et comment est-ce que ces niches ont été identifiées? Comment est-ce qu'on les a trouvées, Alice, par exemple, pour les mondes glacés? Alors, je disais, les mondes océans, ce sont essentiellement des lunes glacées de Jupiter ou de Saturne. Je peux même les lister. On a 5 ou 6. Il y a encore débat. On a du côté de Jupiter, Europe et Ganymède, peut-être Callisto. Et du côté de Saturne, Encelade, Titan et dernièrement Mimas, qui se font partie de cette liste de mondes océans, donc de corps glacés qui, sous leur croûte de glace, abritent un océan d'eau liquide. Le premier, peut-être un indice d'une potentielle activité subglaciaire, on l'a déjà juste en regardant la surface. Alors déjà la surface, par exemple, d'Europe, qui a été observée par les sondes voyageurs et puis ensuite Galiléo dans les années 80, où on a pu constater une surface relativement lisse, en tout cas très peu cratérisée, donc jeune, avec des processus de renouvellement de cette surface et même des zones qui témoignait de tension, de déformation interne. Et c'est le premier papier, je crois, c'est en 1979. Galiléo était pas encore passé au-dessus d'Europe et qui posait l'hypothèse de la possible présence d'un océan liquide qui serait maintenu grâce aux forces de marée de Jupiter sur Europe. On va voir que c'est le cas en fait, par exemple aussi pour Encelade, à une orbite assez elliptique allongée autour de Jupiter. Donc par moments elle est plus proche, par moments elle est plus éloignée, et ce qui fait que les forces de marée, le champ gravitationnel de Jupiter sur Europe va la déformer, parfois la contracter, parfois l'étirer. Ces déformations successives tout au long de son orbite génèrent de la chaleur, tout simplement par dissipation, par friction. C'était cette hypothèse proposée il y a 45 ans. Peut entretenir et maintenir liquide une couche de glace. Donc ça a été proposé sur la base de considérations théoriques, mais aussi peut-être soufflé par des images des sondes voyageurs de la surface.
Quelques années plus tard, la sonde Galileo va mesurer un champ magnétique induit autour d'Europe. Donc un petit champ magnétique qui s'ajoute au gros champ magnétique de Jupiter. Et l'explication qui va être proposée est la suivante, c'est que il y a sous la surface d'Europe une couche liquide conductrice, donc typiquement de l'eau salée, qui est à l'origine de cette induction magnétique. Et on peut même estimer que la salinité de cette eau liquide serait à peu près équivalente à la salinité de nos océans sur Terre. Voilà, il faut quand même aller profond sous la surface. Alors, on ne sait pas exactement la profondeur de cet océan sur Europe, mais c'est au moins 10-20 kilomètres. Donc, c'est pas tout près de la surface. Galileo aussi pense détecter aussi un champ magnétique induit au niveau de Ganymède, mais c'est beaucoup plus compliqué et débattu parce que Ganymède a son propre champ magnétique. Elle a un champ magnétique intrinsèque, donc c'est plus compliqué de dégager un champ magnétique induit qui, par essence, est beaucoup plus faible. Donc il y a encore débat sur Ganymède. Et si Ganymède a effectivement un océan interne, il est beaucoup plus profond que sur Europe, au moins 100 kilomètres sous la surface. Côté Saturne, là c'est indéniable, Encelade a un océan interne et on a même la manifestation de cet océan interne à la surface puisque il est expulsé, enfin en tout cas de la matière de cet océan interne est expulsée via des fractures qui se trouvent au pôle sud d'Encelade et donc il y a des geysers essentiellement composés de glace d'eau, mais pas que, on y reviendra, qui émanent du pôle sud d'Encelade et qui ont été pour la première fois observés, imagés, cartographiés par la sonde Cassini-Huygens, donc c'était entre 2004 et 2017. Cette sonde, elle a même pu passer à travers les geysers et à travers un anneau de Saturne qui s'appelle l'anneau E et qui est en fait alimenté par les geysers d'Encelade et elle a pu étudier la composition de ces panaches de matière et montrer que outre de la glace d'eau, il y avait aussi de la matière organique, des sels et encore plus intéressant, des nanoparticules de silicate. Et il a été montré en laboratoire que ces particules de nanosilicates ont dû se former probablement au niveau du plancher océanique d'Encelade à une température de 90 degrés. Donc on imagine que l'océan d'Encelade, non seulement déjà il est plus proche de la surface que l'océan d'Europe, à plus forte raison que l'océan de Ganymède, on pense qu'il est que quelques kilomètres sous la surface au niveau du pôle sud. Et bien cet océan en plus est en contact avec le noyau rocheux d'Encelade et sur son plancher, il fait des températures tout à fait favorables, en tout cas à des réactions chimiques à 90 degrés. Non seulement il y a de l'eau liquide, mais en plus on a des températures qui est très favorables aux réactions chimiques. Je te précise que quand même que Europe aussi a un océan qui serait en contact avec son noyau liquide, alors que Ganymède et Titan, qui est un autre monde d'océan, eux, ont des océans qui sont a priori pris en sandwich entre la croûte de glace et une autre couche de glace plus haute pression qui sépare l'océan du noyau rocheux. Cette structure interne fait de Titan et de Ganymède et a priori aussi de Mimas des mondes d'océans peut-être moins intéressants, en tout cas d'un point de vue de l'exobiologie, que Europe ou Encelade, parce ce sont des océans qui potentiellement ont moins échangent moins avec la surface et surtout le noyau rocheux, donc sont pas forcément riches en minéraux, ces fameux qui peuvent servir de catalyseurs des réactions chimiques. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, j'ai pas beaucoup parlé de Mimas. Oui, comment on a découvert l'océan sur Mimas et c'est aussi un peu vrai pour Titan. Dans les deux cas, un des indices forts de la présence de l'océan, c'est donné par l'analyse de leurs paramètres de rotation. On compare à comment devrait être leur rotation si leur structure interne était solide, entièrement solide. Il y a une incompatibilité. Il faut absolument qu'il y ait une sorte de découplage entre la croûte et une couche liquide. Dans le cas d'océan, on a en plus la mesure des fluctuations du champ de gravité, donc qui a été faite par la sonde Cassini et qui montre que ces fluctuations aussi ont une amplitude liée au marais qui est beaucoup plus importante que ce à quoi on pourrait s'attendre si, encore une fois, on avait un intérieur totalement rigide. Il faut un découplage avec la croûte et une surface liquide. C'est quand même important de comprendre que, à part dans le cas d'Encelade, on n'a pas d'observation directe. Enfin, c'est toujours la mesure d'un champ, un champ magnétique, un champ électrique ou un champ gravitationnel ou l'observation de la rotation comparée à des modèles qui ont des présupposés sur la structure interne. Et à un moment, on n'arrive pas à expliquer les mesures sans ajouter cette couche liquide.
mais c'est pas une mesure directe, sauf dans le cas d'Encelade, où là, on a vraiment une expulsion de l'océan à travers la surface. Et pour Mars, alors, Caroline? Pour Mars, déjà, c'est des mesures qui sont également indirectes par rapport à cette eau liquide qui a pu abonder dans le passé. Mais en plus, ce sont des indices d'eau liquide, en plus de mesures indirectes. Typiquement, sur Mars, on a trouvé des minéraux qui ne peuvent être formés qu'en présence d'eau liquide pendant des temps suffisamment longs, comme des argiles qui, on le sait, se forment dans des conditions particulières qui impliquent une présence d'eau liquide. Et donc, on a ces indices sur Mars qui ont été découverts depuis l'orbite grâce à des robots martiens qui explorent la surface et l'approche sous-surface. Et donc, par exemple, dans le cratère Gale, qui est le cratère d'exploration du rover Curiosity, qui est sur Mars depuis 12 ans, on a pu faire des analyses avec les différents instruments qui se trouvent à bord et qui montrent que ce cratère était un ancien lac. C'est un cratère qui est vieux de 3,7 milliards d'années, qui s'est formé à cette époque. Il y a eu plusieurs remaniements sur sa formation. Mais tout le cratère, qui fait 160 km de diamètre, était un ancien lac. On a pu déterminer que c'était de l'eau douce, qui était à un pH assez neutre, donc de l'eau potable, comme disait le responsable de la mission à l'époque. Et donc, ce cratère étant rempli d'eau liquide, il a modelé tout l'intérieur du cratère. En ce moment, avec Curiosity, on est en train de remonter le piton central, mais le fond du cratère, c'est le fond d'un ancien lac. On est passé par des fonds de rivières et en analysant la composition des roches, donc on peut savoir le type d'eau qu'il y avait, donc non salé, pH, etc. Et en analysant la forme des galets, on arrive même à savoir la vitesse de l'eau dans les rivières qui alimentaient ce lac. Donc, on est sur des indices minéralogiques préservés dans le temps, dans des temps géologiques pendant plusieurs milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, qui nous montrent que Mars ancien était humide. Il y avait des lacs sur Mars, des rivières, peut-être même un océan qui couvrait une bonne partie de la partie nord de Mars. On trouve même des traces de tsunami passés. Cette eau, aujourd'hui, n'est plus présente sous forme liquide. Le manque d'atmosphère sur Mars, qui est un centième de l'atmosphère terrestre, entre 6 et 8 millibars aujourd'hui sur Mars, ne permet pas à l'eau d'être maintenue à l'état liquide à la surface, mais n'empêche pas la présence d'eau sur Mars aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent dire dans les médias, on a trouvé de l'eau sur Mars, on a trouvé de l'eau sur Mars. Mais en fait, il y a de l'eau sur Mars. Il y a même beaucoup d'eau sur Mars. Il y a de l'eau dans l'atmosphère de Mars. On voit des nuages de glace d'eau qui se trouvent sur Mars. On les prend en photo avec les rovers. Il y a de l'eau dans les calottes polaires, nord-sud. Et il y a beaucoup d'eau dans le sol, notamment quand on trouve des argiles, donc ces fameux minéraux hydratés qui se forment en présence d'eau liquide dans le passé, qui sont préservés jusqu'à aujourd'hui. Ces argiles contiennent encore de l'eau liquide. Et on trouve dans le sol de Mars, encore une fois avec les analyses qui sont faites sur place et en orbite autour de Mars, on trouve des quantités d'eau qui peuvent être de plusieurs pourcents dans le sol. De l'eau adsorbée, c'est pas de l'eau disponible, de l'eau liquide, c'est de l'eau adsorbée sur les minéraux. Par exemple, si on a 3% d'eau liquide dans un sol, si on prend 1 mètre cube de ce sol, ça correspond à 30 litres d'eau. Donc, c'est quand même des quantités qui sont énormes, qui ne sont pas disponibles, mais qui sont toujours présentes. Alors, certes, ça n'a rien à voir avec la quantité d'eau qu'il y avait dans le passé. Et c'est pour ça qu'on va plus s'intéresser à l'habitabilité de Mars du passé, au moment où on avait de l'eau liquide, des cratères qui étaient remplis d'eau, des tsunamis, etc. Donc, on a tous ces indices aujourd'hui qui sont préservés sur Mars pendant des milliards d'années de l'activité hydraulique de Mars de peu de temps après sa formation. Donc, Mars s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. Et pendant plusieurs centaines de millions d'années, on avait cette eau liquide qui abondait à la surface de Mars avec une atmosphère dense. Le temps auquel cette eau a progressivement disparu est encore assez débattu, controversé, assez difficile de dire. Plus ça va, plus on a des preuves ou des indices que cette eau a duré à l'état liquide plus longtemps que ce qu'on imaginait initialement. Et c'est vrai que peut-être que pendant 500 millions d'années, 1 milliard d'années, on pouvait avoir de l'eau liquide qui abondait à la surface de Mars et donc une planète qui était totalement habitable. Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'au même moment, il y avait de l'eau aussi à la surface de la Terre.
Et que quand l'eau a disparu sur Mars, les trajectoires de ces 2 planètes ont divergé. Et c'est ça aussi qu'on essaye de comprendre. Pourquoi la Terre est restée habitable et Mars, non. On cherche ces formes de vie passées dans des terrains qui ont l'âge de cette période où l'eau a disparu juste avant que l'eau disparaisse sur Mars, donc 3,5 milliards d'années. Oui, pour compléter, cette même période de 3,5, 3,7, 3,8 milliards d'années où on avait de l'eau liquide à la fois sur Mars et sur la Terre, puisque tu fais l'analogie avec la Terre, c'est également cette même période où la vie est apparue sur Terre. Donc, les premières traces de vie avérées sur Terre, c'était il y a 3,5 milliards d'années, supposées un peu débattues, mais avec des indices. Encore une fois, en science, on est beaucoup sur des indices qu'on interprète, donc c'est pour ça que c'est aussi beaucoup débattu dans la communauté. Mais les premiers indices de forme de vie sur Terre, c'était 3,85 milliards d'années, à une époque où donc Mars était totalement habitable, abondé d'eau liquide. Et au même moment où la Terre développait ses premières formes de vie, Mars avait les mêmes conditions que sur la Terre. Donc, on pourrait se dire, si la vie est apparue sur Terre et que les conditions sur Mars étaient similaires, la vie a pu également apparaître sur Mars de la même façon. Il est absolument indéniable qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, sous forme de rivières, de lacs, peut-être même des très grandes étendues. Il me semble que la question de la stabilité de l'eau sur des très longues périodes, elle est quand même toujours posée. Pour une raison que, moi, je connais bien, qui est le fait qu'on a besoin d'une atmosphère avec un effet de serre extrêmement efficace, parce que notamment, Mars est plus éloigné que la Terre, mais en plus, le Soleil était moins lumineux à l'époque, et qu'on n'a toujours pas vraiment trouvé la solution pour avoir un climat humide permanent sur Mars, si on rajoute en tout cas la contrainte de la cratérisation martienne, c'est-à-dire que si on avait vraiment une atmosphère très dense, on le verrait dans la distribution en taille des cratères. Il semble qu'on voit quelque chose, mais qui requiert une atmosphère de à peu près 10 fois la pression qu'on a aujourd'hui sur Mars, qui pour nous, climatologues, est très insuffisant. Donc il y a un mystère, donc c'est toujours passionnant. Peut-être que la géologie donnera tort aux modélisateurs du climat, elle les poussera à chercher une solution. Mais je voulais avoir ton avis là-dessus, parce que est-ce que toi, quand tu vois les traces sur le terrain, les traces géochimiques, est-ce que toi, tu as tendance à penser que c'est resté là très longtemps ? Alors, oui, tout à fait. C'est intéressant justement de comparer modèle et observation. L'un alimente totalement l'autre. Les deux ne peuvent pas fonctionner séparément. Et donc, les observations par Curiosity montrent que l'eau liquide dans le cratère Gale a été de plusieurs millions à dizaines de millions d'années, ce qui est très très loin du milliard. Et c'est vrai que on est en train de chercher à quel moment Mars a basculé. Comme disait Alice, on est passé d'un climat similaire à celui de la Terre, enfin d'une répartition des conditions sur Mars qui était assez similaire à celle de la Terre, à Mars comme on connaît aujourd'hui. Et ce basculement, le temps de ce basculement change régulièrement selon les modèles, les observations. Les dernières traces de tsunamis martiens, je me souviens plus de quand elles ont été datées, mais elles ont été datées à des périodes qui ont été plus tard après la formation de Mars, donc plus tôt vers nous, par rapport à quand on pensait que l'eau liquide avait disparu sur Mars. Donc, on a des observations qui sont parfois en contradiction avec les modèles, qui sont parfois inexpliquées, qui sont encore une fois des indices, donc interprétés. C'est vrai que plus le temps d'eau liquide sur Mars a été long, mieux c'est pour l'habitabilité, pour la formation de la vie. Et de trouver des indices plus tard dans le temps de cette eau liquide, ça nous donne quand même des grands espoirs sur l'habitabilité de Mars qui a duré plus longtemps. Mais ce temps est incertain et on cherche d'autant plus d'indices pour essayer de comprendre au niveau de ces timings. Et pour continuer l'analogie entre Mars et la Terre, et pour regarder un petit peu notre nombril, est-ce qu'il y a sur Terre des environnements qui ressemblent à ces niches qu'on a sur Mars ou sur les lunes glacées ? Caroline ? Oui, alors pas au niveau des niches, mais par contre, c'est vrai que sur Terre, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des analogues. Des analogues, ce sont des environnements terrestres qui vont avoir des particularités similaires à des environnements extraterrestres. Alors bien sûr, on ne trouvera jamais Mars sur Terre, sauf qu'on a des météorites martiennes qui s'écrasent, mais c'est déjà, ça pose des problèmes de contamination et puis c'est des très petites quantités. Mais on connaît beaucoup d'environnements terrestres qui vont avoir 1, 2,
3 caractéristiques martiennes. Par exemple, des milieux polaires qui vont être en pergélisol en français, permafrost, donc gelés en permanence sur une partie de surface. On va avoir des environnements dans le désert d'Atacama au Chili qui sont très très pauvres en matière organique et qui sont les endroits sur Terre les plus arides. Et donc, pour ce côté aride et pauvreté en matière organique et pauvreté en vie, on se retrouve avec un analogue sur ces conditions. Donc, vous voyez, on ne peut pas avoir toutes les conditions martiennes réunies à un endroit sur Terre. Mais en multipliant les sites analogues sur Terre, on peut trouver les conditions, justement, de Mars. On va utiliser beaucoup ces analogues en laboratoire pour élaborer les instruments, pour élaborer les méthodologies d'analyse. L'exemple que je vais prendre, c'est, allons un petit peu plus loin que Mars sur les mondes océans. On a également des analogues des océans, des mondes océans en termes de salinité, en termes de composition en sel sur des sites terrestres. Par exemple, donc moi j'étais allée collecter des échantillons au sud de Madrid dans un environnement qui s'appelle Tirez. C'est un système lacustre hyper salin et qui a des propriétés salines en composition qui sont proches de l'océan d'Europe et d'Encelade. Et donc, on va collecter ces échantillons dans ces environnements, les ramener en laboratoire et tester ces environnements sur les instruments qu'on développe pour aller chercher la vie ou en tout cas comprendre la chimie sur Europe et Encelade. Si dans nos laboratoires, avec les instruments qu'on va envoyer, on n'arrive pas à trouver des molécules organiques ou même des traces de vie quand on sait qu'il y en a sur ces échantillons terrestres, ça ne sert à rien d'aller envoyer ces instruments. Il faut les redévelopper pour qu'ils soient adaptés au système qu'on va aller analyser. Et les instruments qu'on développe pour Mars ne sont pas les mêmes que les instruments qu'on va développer pour aller analyser exactement la même chose sur des mondes océans. Typiquement, par rapport à la salinité, la salinité, ça va boucher les lignes, ça va créer des interférences avec des réactions chimiques qu'on va utiliser pour aller rechercher des molécules organiques complexes. Et donc, on va, par exemple, en se rendant compte justement de ces interférences chimiques sur les analogues terrestres, on va développer des techniques de dessalage auxquelles on n'aurait pas du tout pensé puisqu'on avait un héritage martien qui nous disait il n'y a pas besoin de dessaler ces échantillons pour trouver des molécules. Oui, mais sur les mondes océans, on a besoin de dessaler ces échantillons pour pouvoir trouver les molécules. Sinon, nos réactions chimiques, elles ne fonctionnent pas. Donc, la Terre et les différents environnements terrestres analogues au corps d'intérêt qu'on va aller étudier sont d'une aide non seulement précieuse, mais absolument nécessaire pour pouvoir développer nos méthodologies et nos instruments. Et comme analogue des océans subglaciaires, et je pense aussi en particulier à ceux d'Europe et surtout celui d'Encelade, on invoque souvent les fumeurs noirs ou blancs, qui sont ces cheminées hydrothermales qui se trouvent au niveau des dorsales océaniques sur Terre. Donc des endroits où le manteau silicaté va réagir avec l'eau et puis le CO2 et l'azote dissous dans l'eau pour former du dihydrogène et d'autres molécules qui vont servir de briques à une forme de vie. Et puis surtout, ce sont des réactions qui sont exogènes et qui vont fournir l'énergie nécessaire aux réactions chimiques qui mènent à la vie, puisque au fond d'un océan, encore plus dans un océan subglaciaire, il y a absolument aucun rayon du soleil qui arrive. Donc il faut trouver une source d'énergie et ce serait les réactions chimiques elles-mêmes. Et justement, ce dihydrogène qu'on observe au niveau des fumeurs noirs et blancs sur Terre, on en a aussi mesuré dans les panaches d'Encelade. D'après ce que j'ai lu, c'est une des nourritures des bactéries. Donc, en tout cas, étudier les fumeurs noirs et blancs sur Terre et savoir qu'ils existent, savoir comment ça fonctionne, ça aide à comprendre quelle activité hydrothermale pourrait se trouver au niveau du plancher océanique d'Encelade. Et pour ajouter un dernier type d'analogue qu'on va utiliser, tellement c'est important et tellement c'est nécessaire pour comprendre ce qui peut se passer sur les autres corps du système solaire, c'est que quand on n'a pas d'analogue sur Terre qu'on arrive à trouver ou identifier dans des environnements terrestres, on va créer nos propres analogues en laboratoire. Typiquement, pour l'atmosphère de Titan, on va mélanger les gaz de l'atmosphère de Titan, mettre de l'énergie et puis regarder les molécules et les aérosols qui vont se former pour pouvoir ensuite les analyser en laboratoire et déterminer quelle meilleure instrumentation et quelle meilleure méthode d'analyse sur cette instrumentation va être mise à bord d'une future mission d'exploration spatiale. Parce que si on y va au hasard, les yeux fermés, en considérant qu'on va analyser les mêmes choses que sur Terre, on est sûr de se planter. Donc, il faut, pour préparer et anticiper les analyses qui seront faites sur les corps du système solaire, il nous faut des analogues.
Tu peux carrément dire que c'est une des choses qu'on fait au labo. On est un peu pionniers là-dessus. C'est pas nous, donc vos collègues. Mais effectivement, on a une plateforme qui permet de simuler en fait la photochimie dans l'atmosphère de Titan, c'est-à-dire en mettant un mélange de diazote et de méthane, qui sont les principaux constituants de l'atmosphère de Titan, et en le soumettant à une irradiation avec un plasma froid qui simule l'effet du soleil, et ben on peut créer ces petits aérosols organiques qu'on trouve dans l'atmosphère de Titan et qui en fait qu'on trouve aussi partout à la surface de Titan. Et on peut ensuite, comme tu le disais, étudier leurs propriétés optiques, électriques, etc. et comparer du coup à des mesures déjà existantes ou préparer au mieux de futures expériences. Et alors, pour rester encore un tout petit peu sur Terre avant de décoller franchement, vous avez mentionné tout à l'heure les anciennes traces de vie ou indices de vie sur Terre qui remontent à 3,5 milliards d'années pour ceux qui font consensus, et même on peut remonter plus loin avec certaines traces isotopiques. Est-ce que les méthodes qui sont utilisées pour identifier ces anciennes traces de vie dans ces roches très anciennes, est-ce qu'elles sont comparables avec ce qui est déployé pour la recherche de traces de vie fossiles sur Mars ? Oui, tout à fait. Surtout quand on parle d'indices de vie passée, comme les traces isotopiques ou moléculaires, encore une fois, c'est pas de la biologie, c'est de la chimie. Et les instrumentations, les méthodologies chimiques qui sont utilisées pour regarder les traces de vie passée sur Terre sont les mêmes que les instrumentations chimiques qui vont être miniaturisées et envoyées sur les sondes spatiales pour explorer les corps du système solaire. Donc, il y a cette analogie. Et il y a cette collaboration d'ailleurs entre les équipes terrestres et extraterrestres qui utilisent les mêmes techniques d'analyse pour se donner les meilleures informations sur les méthodologies à utiliser sur ces instrumentations. Alors c'est vrai que sur Terre, il y a quand même une grosse différence, c'est qu'il y a cette difficulté à trouver et à identifier des traces de vie qui datent de plusieurs milliards d'années, en sachant que la Terre est contaminée partout par la vie. C'est vrai que quand on va rechercher des traces de vie sur Mars, on va rechercher des traces d'une vie passée et on va pas être saturé par des molécules et des vies. On aimerait bien, ça serait un petit peu un problème de riche, mais c'est pas le cas. Donc les applications sont très différentes. Les discriminations et les challenges vont être différents également. Sur Mars, on va passer beaucoup de temps à essayer de discriminer nos molécules. Est-ce qu'elles proviennent vraiment de Mars ou est-ce qu'elles peuvent provenir d'une contamination ? Ces histoires de contamination instrumentale en laboratoire, on les a pas. C'est beaucoup plus facile de travailler stérilement en laboratoire et d'analyser le vrai contenu de l'échantillon que sur Mars, où tout est mélangé entre l'instrument, les huiles de pompe, les molécules, le sol, etc. Donc les difficultés sont différentes. Sur Mars, c'est de discriminer entre la contamination de l'instrument et qui provient vraiment de l'échantillon. Et sur Terre, la difficulté, c'est de discriminer entre la vie passée de l'échantillon et la contamination actuelle. D'accord, mais est-ce que dans les deux cas, ce qu'on cherche en premier, c'est une morphologie, c'est-à-dire est-ce que avant de déployer un attiral d'analyse chimique, éventuellement isotopique, est-ce qu'on cherche d'abord quelque chose qui ressemble à une bactérie, à une cellule, ou est-ce que non, on n'a pas cette étape-là ? Non, c'est l'étape suivante. Donc, sur Mars ou sur les mondes océans, on va plutôt rechercher des traces chimiques d'une vie microscopique passée. Les traces morphologiques peuvent être très trompeuses. C'est très difficile à partir d'une image qui peut être biaisée quand la qualité de l'image n'est pas forcément bonne ou quand on n'a pas tout le contexte qui va autour sur Mars, ça va être très difficile d'essayer de trouver des traces morphologiques. Alors, sauf si bien sûr il y a un fossile qu'on le prend en photo avec une caméra de navigation, il n'y a vraiment pas de souci. On peut identifier un fossile par des traces morphologiques. Mais non, on va se réserver la partie amont de cette analyse qui est au niveau chimique, au niveau isotopique, au niveau symétrie moléculaire. Donc, on reste sur le niveau plus petit. En tout cas pour Mars, mais c'est vrai que pour les mondes océans, les futures missions d'exploration qui sont prévues avec des instrumentations pour rechercher des traces de vie impliqueront non seulement des études chimiques, avec des séparateurs chimiques, des analyseurs chimiques, mais également des microscopies.
c'est déterminer que dans ces missions, il faudra absolument de la microscopie à fluorescence pour pouvoir observer justement s'il y a des signatures un peu plus morphologiques. En analysant des signatures morphologiques sur les autres corps, on part encore plus sur l'a priori que la forme de vie est similaire à celle de la Terre. Déjà, en analysant du moléculaire et en analysant des molécules basées sur du carbone, on part déjà sur un petit a priori comme quoi les autres formes de vie dans le système solaire sont basées sur du carbone. Alors, c'est un a priori qui est quand même assez acceptable puisque le carbone, c'est la molécule tétravalente qui va permettre de faire des molécules complexes, de casser facilement les liaisons, d'en refaire d'autres, et puis qui est présente à très grande abondance dans le système solaire. Donc, c'est pas du tout aberrant d'aller rechercher des formes de vie basées sur du carbone. Par contre, d'aller chercher des formes de vie qui ressemblent physiquement, morphologiquement à celles qui sont sur Terre, ça nous dirige encore plus sur des formes de vie terrestres et ça nous ferme peut-être certaines portes supplémentaires. Et sur Mars en particulier, que ce soit ces fossiles potentiels ou d'autres formes de vie potentielles, comment est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on va aller chercher parmi tous ces sites et comment est-ce qu'on étudie vraiment ces sites? On parlait de chimie, on parlait de morphologie, on parlait de plein de choses, mais comment est-ce qu'on va étudier ces sites et comment on les sélectionne, ces sites? Alice? Ouais, le choix, il est d'abord motivé par des critères techniques ou de sécurité en fait de la mission. Il faut s'assurer déjà que le site d'atterrissage il soit propice à l'atterrissage. Donc en général, par exemple, on cherche un site d'atterrissage qui est bas en altitude pour avoir le maximum. Là, je pense à Mars, un maximum d'atmosphère pour freiner la sonde. On veut aussi un site d'atterrissage qui est pas trop poussiéreux, de peur que la sonde ou le lander finisse par s'enfoncer dans une couche de poussière. En général, on veut qu'il soit ensoleillé. En tout cas, quand on a une mission qui marche sur des panneaux solaires, c'est indispensable d'aller chercher des sites ensoleillés. Donc, en général, peut-être près de l'équateur. Donc, voilà, les premiers critères de sélection d'un site d'atterrissage, faut pas se leurrer, c'est pas la science, c'est vraiment la technique, la technologie, la sécurité de la mission. Et dans un second temps, parmi les sites qui remplissent les critères techniques, on va chercher ceux qui sont les plus anciens, donc justement qui datent de la période où on pense qu'il y avait de l'eau à la surface de Mars, la période où il y avait aussi de l'eau à la surface de la Terre et où la vie apparaissait à la surface de la Terre, donc des sites qui ont entre 4 et 3,5 milliards d'années. C'est dans un deuxième temps, on va chercher des sites où peut-être on a justement des indices morphologiques de l'eau qui a coulé, des indices d'un paléolac, des indices d'anciens deltas de rivières. Par exemple, c'est le cas pour Oxyaplanum, qui est le site d'atterrissage de la future mission ExoMars, ou c'est le cas du site d'exploration actuel de Persévérance. C'est bien sûr le cratère G0, mais qui a accueilli en son cœur de l'eau. En tout cas, on en a les indices. Donc voilà, la science arrive dans un deuxième temps, mais on va viser les terrains les plus anciens et ceux qui montrent des indices d'écoulement liquide passé. Comme le dit Alice, non seulement c'est la technologie et la sécurité d'atterrissage qui va guider les choix des sites, mais c'est d'autant moins la science que souvent on ne connaît pas suffisamment l'intérêt de ce site. Donc on va déterminer d'après des études d'orbite que ce site il a un intérêt potentiel, mais les découvertes on les fait une fois sur place. Donc, ça peut être des bonnes comme des mauvaises surprises. On pensait que ce site abritait des quantités d'argile monstrueuses et finalement, il en a beaucoup moins que ce qu'on imaginait. C'est aussi des découvertes une fois sur place. Donc, la science, elle peut définitivement pas guider le choix d'un site pour toutes ces raisons. On a les observations à distance, évidemment, qui donnent un contexte, qui donnent des informations sur une composition de surface, justement sur la présence ou pas attendue d'argile. Mais pour véritablement aller chercher des indices de vie passée, il faut se poser à la surface et il faut collecter un échantillon. C'est ce que font toutes les missions qui vont maintenant sur Mars. Alors, et soit analyser l'échantillon sur place, c'est ce que fera la mission ExoMars, par exemple, soit encapsuler cet échantillon pour qu'il soit récupéré plus tard et ramené vers la Terre. C'est tout le programme de Mars Sample Return qui prévoit d'ici, je sais plus, le milieu des années 30 de ramener quelques échantillons martiens vers la Terre pour une analyse dans des laboratoires qui, là, auront tout un éventail de techniques pour essayer de caractériser au mieux et de chercher au mieux des indices de vie.
C'est vrai qu'il y a 2 écoles sur l'analyse in situ, d'aller sur place et d'analyser sur place, ou alors le retour d'échantillons. C'est très complémentaire comme technique et les 2 ont des gros avantages et des gros inconvénients. Et notamment pour l'exploration in situ, d'aller sur place, le temps de développement des instruments, le temps de voyage, alors surtout si on va dans le système solaire externe qui est de plusieurs années, les instruments qui sont à bord, quand ils arrivent pour faire les analyses, ils sont déjà presque obsolètes. Ça peut être 20 ans entre le début de la conception et puis l'exploitation sur la planète. Donc, bien sûr, les instruments sont moins performants quand ils sont sur des missions spatiales pour ces raisons et également pour des raisons de miniaturisation. Et on ne se branche pas sur une prise électrique quand on est sur Mars. Donc, il faut des instruments qui consomment moins d'énergie, qui soient résistants aux chocs, qui soient résistants aux vibrations, parce que les vibrations d'un décollage de fusée, c'est assez énorme. Donc, on a des instruments qui sont dégradés par rapport à la performance maximale. Par contre, on observe et on analyse des échantillons qui sont purs, qui sont la réalité de Mars ou des autres corps du système solaire selon ce qu'on analyse. Par rapport au retour d'échantillons avec lesquels, donc Alice le disait, on utilise les techniques de pointe les plus modernes du laboratoire pour regarder les choses les plus précises avec les meilleures techniques qu'on puisse avoir aujourd'hui. Par contre, l'échantillon, il a subi de nombreuses transformations et ça n'est plus un échantillon pur qui représente la surface de Mars, comme dans le cas de Mars Sample Return. C'est un échantillon qui a été foré en surface, qui a été préservé dans des capsules qui sont restées plusieurs années à la surface de Mars, qui ont pu dégazer, qui ont subi des variations de température, qui sont ramenées sur Terre, etc. Donc, il y a ces 2 types d'analyses vraiment très, très complémentaires. Et sinon, pour répondre aussi à la première partie de la question par rapport à l'analyse in situ, est-ce qu'il y a que ça? Donc non, Alice l'a bien dit, on a les observations depuis la Terre, les observations depuis l'orbite pour voir plein de paramètres différents sur les différents corps. Mais si on veut regarder des molécules, on n'a rien d'autre à faire que de prendre l'échantillon et de l'analyser, de le chauffer, de le regarder. Il faut l'échantillon. Si on n'a pas l'échantillon, si on ne fait pas une analyse in situ sur place, on ne peut pas détecter des molécules qui peuvent être prébiotiques ou qui peuvent nous donner des indices sur des formes de vie. Et donc, c'est une grosse différence entre la recherche de vie sur des exoplanètes où il faut que, pour détecter à distance, en regardant une exoplanète, des formes de vie, en regardant la planète entière, il faut que la vie, elle ait modifié la planète entière. Donc, il faut qu'elle soit suffisamment évoluée pour avoir modifié l'atmosphère, pour avoir mis de l'oxygène dans l'atmosphère ou faire d'autres choses. Et ça, on sait que ça se produit très tard après l'apparition de la vie. Typiquement, sur Terre, la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Et donc, pendant 2 milliards d'années, finalement, il y avait de la vie sur Terre. Mais si on l'observait depuis une exoplanète, on ne pourrait pas détecter cette vie parce qu'elle n'aura pas changé l'atmosphère. Quand on va faire les analyses in situ, qu'on a l'échantillon, qu'on l'analyse, qu'on regarde les molécules, toute cette vie qui a duré 2,5 milliards d'années, qui était dans des niches, qui ne changeait pas la planète entière, mais qui était très ponctuelle, très localisée, ça, on peut le détecter en allant sur place et en regardant juste des molécules, des petites bactéries qui ont vivoté, qui ont pu être mortes, etc. Et donc, c'est cette grande différence et c'est ce qui fait la force de l'analyse in situ, d'aller sur place et de regarder exactement ce qui se passe. Ça peut être très, très local, ça peut être très, très peu développé, mais on peut quand même l'analyser. Mais ce qu'on peut chercher dans les atmosphères des exoplanètes, et d'ailleurs on le fait aussi pour Mars, c'est des gaz qui sont considérés comme des biosignatures, même si c'est contestable, comme le méthane. Il y a quand même un grand débat sur le méthane martien. Et ça peut se faire à distance, ou en tout cas avec une sonde en orbite. C'est ce que font 2 instruments sur TGO en ce moment même. Pour ce qui est de Mars, pour l'instant, TGO n'a pas vraiment détecté de méthane martien. En tout cas, s'il en a, c'est avec une abondance 10 fois plus faible que ce que Curiosity aurait détecté depuis la surface. Donc, en ce qui concerne le méthane martien, le débat reste entier. Donc, pour faire un petit peu le point sur les missions actuelles ou à venir martiennes, donc vous avez bien expliqué que Curiosity, de ces missions, c'était bien d'avoir avéré le caractère habitable de ces périodes de Mars anciennes. Est-ce qu'on est déjà avec Persévérance dans les étapes d'une recherche de vie, notamment dans le cadre du retour d'échantillons martiens? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et peut-être aussi nous parler du rover ExoMars, quid de ce laboratoire martien dans lequel on met beaucoup d'espoir? Alors, je laisserai peut-être Caroline parler de Persévérance parce qu'elle connaît mieux le sujet que moi. Mais pour ce qui est d'ExoMars, d'ailleurs, on est toutes les 2 aussi impliquées dans la mission ExoMars sur deux instruments très différents. ExoMars, son statut est encore compliqué. Donc, c'est une mission qui avait déjà connu beaucoup de rebondissements. Je crois que la première date de lancement, c'était 2009.
On est en 2024. Donc, elle a été repoussée plusieurs fois. Et puis, les dernières fois, c'était 2018, 2020. En 2022, elle devait être lancée de façon certaine en septembre. Et badaboum, la Russie a envahi l'Ukraine. Et comme les missions ExoMars étaient une mission russo-européenne, la mission est suspendue. Donc, aujourd'hui, la mission est officiellement de nouveau sur des rails, pour au mieux une date de lancement 2028, bien sûr sans les Russes, probablement avec l'aide de la NASA et puis des Anglais en particulier en Europe, pour une arrivée sur Mars en 2031. Donc c'est pas tout de suite. C'est pas tant que le voyage est plus long à ce moment-là, c'est que a priori on arrive, c'est une période de tempête de poussière, donc il va falloir rester en parking en orbite autour de la planète le temps que ça se calme à la surface. Donc c'est un petit peu frustrant, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut dire sur la recherche de la vie en lien avec la mission ExoMars, c'est que c'est vraiment, malgré tous ces déboires, malgré tout ce retard, c'est une mission dont les objectifs scientifiques et la stratégie scientifique restent pertinentes. Parce que c'est une mission qui prévoit de faire quelque chose qu'aucune mission passée ni future ne prévoit de faire, à savoir aller chercher un échantillon dans le sous-sol. En fait, jusqu'ici, les missions passées ont regardé des échantillons de la surface ou de quelques centimètres sous la surface. Or, la surface de Mars, c'est un environnement très hostile, en particulier soumis à des fortes radiations qui font que s'il y a de la matière organique, s'il y a mieux des molécules prébiotiques, voire biologiques, on s'attend à ce qu'elles soient dégradées très rapidement. Donc, il n'y a plus de traces fossiles de ces molécules. Donc, c'est pour ça qu'aller chercher un échantillon dans le sous-sol qui serait protégé de ces conditions hostiles de la surface, ça fait tout à fait sens. Et disons qu'on augmente nos chances de déceler quelque chose d'intéressant pour la recherche de la vie. Donc, c'est ce que fera ExoMars, qui est doté d'une foreuse qui va aller forer jusqu'à 2 mètres de profondeur, collecter un échantillon qui sera analysé par toute une batterie d'instruments, et notamment un instrument qui s'appelle MOMA et que Caroline connaît bien puisqu'elle fait partie de l'équipe scientifique. Pour ma part, je suis impliquée dans le radar à pénétration de sol qui est à bord donc du rover de la mission et qui va entre autres guider la foreuse dans le choix d'un site de forage qui est à la fois sûr, sans cailloux enfouis, et pertinent d'un point de vue scientifique. Caroline, je te laisse compléter. Oui, et donc moi je vais mettre un accent sur les molécules organiques détectées ou à détecter par ces missions présentes et futures, puisque Curiosity est toujours en activité assez intense sur Mars. Ça fait 12 ans qu'on a atterri, qu'on travaille toujours sur la mission, qu'elle est presque comme neuve, avec quelques petits signes de vieillesse par-ci par-là quand même. Donc Curiosity, c'est une mission qui a pour objectif principal de trouver l'habitabilité du cratère Gale dans lequel elle a atterri. Donc, tous ces critères d'habitabilité ont pu être établis dans ces 12 ans de mission, donc de l'eau liquide, de l'énergie, des conditions physico-chimiques suffisamment clémentes, et puis des molécules organiques. Donc, première détection des molécules organiques sur Mars, ces briques du vivant ont été détectées en 2015 par Curiosity. Curiosity n'a aucune ambition, objectif ou possibilité de détecter la vie. C'est l'habitabilité et les briques du vivant. Persévérance, c'est une mission qui est très différente puisque son objectif, c'est de ramener des échantillons. Donc, puisque quand on ramène des échantillons, les analyses poussées seront faites en laboratoire au retour, Persévérance est beaucoup moins équipée en technique d'analyse de pointe pour faire les analyses sur place. Donc, autant Curiosity a des instruments dédiés à la recherche de molécules organiques. L'instrument dédié s'appelle le SAM, le Sample Analysis at Mars. C'est une collaboration franco-américaine et a pu détecter, identifier, quantifier les molécules organiques. Donc, on a trouvé du chlorobenzène, une molécule composée de carbone et de chlore, des quantités de 300 ppm, donc en partie par million. C'est assez faible, on s'attendait peut-être à plus, mais c'est déjà ça. Et puis, on a des molécules soufrées, etc. On a pu bien les identifier. A contrario, Persévérance a des instruments de caractérisation de oui-non sur la présence de molécules organiques. N'est pas capable de quantifier, par exemple, des molécules qu'il va trouver. C'est un spectromètre Raman, 2 spectromètres Raman qui se trouvent à bord de Persévérance, dont un qui est franco-américain également. Et donc, ce spectromètre a détecté un signal qui n'est pas incompatible avec la présence de molécules organiques, mais qui peut également être de la fluorescence minérale. Et donc, on aurait cette détection de molécules organiques également par Persévérance en surface de Mars.
Vous voyez, les objectifs de ces 2 missions sont vraiment très, très, très différentes l'une de l'autre et les instruments sont donc différents. ExoMars, ça sera la première mission qui va rechercher de la vie, qui a un objectif de recherche de vie. Curiosity, c'était l'habitabilité. Persévérance, c'est le retour d'échantillons. Aucune des 2 n'a pour objectif de rechercher la vie. ExoMars aura cet objectif, recherche de vie, et c'est la première fois depuis les missions Viking de 1976 où il y aura des expériences de recherche de traces de vie par des analyses chimiques, mais dédiées à la recherche de traces de vie, savoir si les molécules détectées proviennent d'une origine chimique ou d'une origine biologique. C'est la première fois depuis 1976. En 1976, les missions Viking, ça a été la seule mission envoyée dans le système solaire pour rechercher la vie. Donc, on n'a jamais trouvé de la vie ailleurs que sur Terre, mais on l'a très peu cherchée. Puisque pour développer les expériences pour aller rechercher la vie, il faut d'abord connaître le contexte, connaître l'habitabilité. Et si on sait que le corps est adéquat au niveau contexte, au niveau habitabilité, là, on va envoyer une mission future qui pourra rechercher la vie. Et donc, c'est ExoMars pour Mars. Comme l'a dit Alice, en creusant à 2 mètres de profondeur, on va être préservé des rayonnements. Donc, les molécules, on s'attend à ce qu'elles soient en plus grande quantité, plus grande abondance et en plus grande diversité. Et en ayant plus de molécules, statistiquement, on aura plus de chances d'en trouver et de pouvoir discriminer entre une origine chimique ou biologique si jamais il y a eu de la vie sur Mars. Donc, c'est vraiment cette complémentarité des missions. Chaque mission spatiale, finalement, ça n'est pas une mission stricte dans le temps. C'est une succession de tout un programme martien qui répond à des premières questions, qui ouvre les suivantes, et la mission suivante va répondre aux questions qui ont été posées par la mission précédente, etc. Et donc, avec ExoMars, on arrive à cette recherche de vie. Merci beaucoup. Avec tous ces robots, je crois qu'on a suffisamment attaqué Mars et on va s'en éloigner un petit peu. On va aller vers Jupiter. Et Alice, est-ce que tu pourrais déjà rappeler un peu quelles sont les lunes d'intérêt, parce qu'on en a parlé en début d'épisode, donc pour rafraîchir les mémoires comme les miennes. Et ensuite, quelles sont les questions qu'on se pose sur ces lunes et quelles sont les missions qu'on envoie là-bas qui devraient y aller prochainement. Oui, donc les lunes qui nous intéressent plus particulièrement pour la question de la vie, en tout cas, ou de l'habitabilité autour de Jupiter, donc je le disais, c'est essentiellement Europe et Ganymède, même si Callisto n'est pas dépourvu d'intérêt. Mais c'est Europe et Ganymède qui notamment ont motivé les 2 prochaines missions qui, pour l'une, est déjà en route et l'autre partira cette année vers le système jovien. Et puis autour de Saturne, je l'avais dit, donc bien sûr Encelade, Titan et Mimas aussi, qui fait partie des mondes océans. Si on reste autour de Jupiter, puisqu'on parlera peut-être un peu plus des missions Juice et Europa Clipper dans un second temps, c'est quand même Europe qui est la plus digne d'intérêt en tout cas pour les exobiologistes, puisque je le disais, c'est un monde océan qui a cette particularité d'avoir un océan qui serait en contact direct avec le noyau rocheux, donc qui serait potentiellement riche en minéraux. Et puis parce qu'on a une surface qui est excessivement jeune, c'est pas le cas de la surface de Ganymède. Lorsque on compte le nombre de cratères à la surface d'Europe, on a un âge entre 40 et 80 millions d'années, c'est vraiment très très jeune. Et donc, on a une surface relativement lisse et qui est quand même fracturée, qui est lacérée de rides, de failles, qui vraiment témoigne d'une dynamique, d'une forme de tectonique interne. On a aussi ces terrains qu'on appelle chaotiques, qui sont ces terrains fragmentés avec comme des blocs polygonaux qui font un peu penser aux blocs de glace sur la banquise, qui flottent sur une eau figée, mais ou une glace gelée, mais qui bouge de temps en temps et qui crée ce sentiment de chaos. Au milieu de ces chaos, on a ce qu'on appelle aussi des bandes de dilatation, qui sont des régions vraiment très très lisses. On imagine très bien qu'il y a de la matière, de la glace qui a pu remonter de l'intérieur, donc on a un remaniement ou l'arrivée de matière depuis l'intérieur d'Europe vers la surface très récente. Donc, une activité récente, potentiellement en cours. Il y a même des plumes, des potentiels panaches qui ont été détectés émanant de la surface d'Europe. Il y a encore des débats, mais il y a peut-être une activité peut-être qu'on peut observer en ce moment. Donc, c'est ce à quoi ressemble la surface d'Europe, dont l'océan, donc je le disais aussi, est quand même au moins à 10 km sous la surface, peut-être plus.
et fait une centaine de kilomètres d'épaisseur. On en saura plus, je l'espère du moins, sur la profondeur de l'océan d'Europe grâce aux missions JUICE et surtout Europa Clipper. Et c'est important de connaître cette profondeur parce que évidemment la capacité et puis la probabilité d'interaction entre la surface et l'océan dépend quand même de la profondeur à laquelle se trouve l'océan. Ce qui est important de dire sur ces mondes gelés, en particulier sur Europe et Encelade, qui sont probablement les plus intéressants, c'est que c'était quand même une surprise au départ de détecter cet océan interne. En fait, avant de comprendre l'existence des mondes d'océan, on avait cette idée que plus un corps était petit, moins il avait de chances d'être actif longtemps, ou au contraire, plus un corps était grand et plus il était actif longtemps. Donc, c'est comme ça qu'on expliquait en tout cas que la Terre et probablement Vénus étaient encore actives, volcaniques, alors que Mars et la Lune étaient a priori inertes ou en tout cas moribondes, parce que quand les planètes ou les satellites se sont formés, ils sont chauds, ça c'est sûr, mais ils vont perdre progressivement cette chaleur, ils vont se refroidir, et d'autant plus vite qu'ils sont petits. Et cette idée, cette espèce de préjugé de taille a été balayée par la sonde Galileo quand elle a découvert des volcans, enfin même plein de volcans, à la surface de Io, qui est un tout petit satellite de Jupiter dont on n'a pas du tout parlé là parce qu'il n'est pas glacé, il est fait de roches silicatées, mais qui est en fait le monde le plus actif du système solaire. C'est donc un satellite qui est très proche de Jupiter et qui va être soumis aux forces de marée dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui vont le déformer périodiquement et le chauffer intérieurement. Et c'est à partir de cette découverte qu'on s'est dit qu'en fait, on pouvait quand même avoir des corps, bien que petits, qui étaient chauds à l'intérieur, qui avaient une source de chaleur interne, qui n'était ni leur chaleur résiduelle liée à leur accrétion primordiale, ni liée à de la radioactivité, mais liée tout simplement à l'effet de massage gravitationnel des planètes autour desquelles ils tournaient. S'ils en étaient pas trop éloignés, évidemment, il faut être assez proche pour que les forces de marée soient suffisamment intenses pour faire fondre les matériaux à l'intérieur de ces lunes. Donc c'est ça qui a un petit peu changé même le regard des exobiologistes sur les potentiels Eldorado pour la vie dans le système solaire et qui a surtout repoussé les limites de ces frontières et des régions habitablement possibles dans le système solaire. Et Alice, peut-être tu peux nous rappeler un petit peu le calendrier là sur les missions JUICE et Europa Clipper? Alors la mission de JUICE est partie l'année dernière, elle va arriver en 2031, elle va rester quelque chose comme 3-4 ans dans le système de Jupiter, mais quand même sa cible principale, ça va être Ganymède. Même si elle va faire quelques survols d'Europe et puis des autres satellites, sa cible principale, ça va être Ganymède, l'une autour de laquelle elle va se mettre en orbite à partir d'un certain moment pour faire plein de choses, pour regarder sa surface, essayer de sonder son intérieur. Elle a un radar à pénétration de sol aussi qui va essayer de sonder l'intérieur de Ganymède, pas forcément jusqu'au niveau de l'océan liquide, mais en tout cas, peut-être qu'elle y décèlera des structures, voire même peut-être des poches d'eau. Ces sondages auront aussi lieu sur Europe, donc ça sera vraiment intéressant de savoir s'il y a des poches d'eau dans le sous-sol proche d'Europe. Il y a aussi bien sûr un magnétomètre. Les expériences de mesure du champ magnétique, en particulier pour Ganymède, vont être très très importantes pour essayer de mieux caractériser son champ magnétique interne, mais surtout ce champ magnétique induit qui serait lié à la présence d'eau liquide conductrice dans son sous-sol. Donc en mesurant mieux, on contraindra mieux les caractéristiques de cet océan interne sur Ganymède et sur Europe aussi lors des quelques survols d'Europe qui auront lieu. Pour ce qui est d'Europa Clipper, donc c'est une mission NASA, JUICE c'était une mission ESA, qui va partir cette année, je crois que c'est en septembre le lancement, et qui arrivera légèrement avant la mission JUICE en 2030. Bon, ils partent après, mais ils arrivent avant, c'est comme ça, c'est la NASA. Et qui, elle, comme son nom l'indique, va au contraire plutôt se concentrer sur Europe. Il y a beaucoup de points communs entre les charges utiles de ces deux missions. Il y a en particulier aussi un radar sondeur qui là va vraiment pouvoir sonder peut-être sur plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres le sous-sol d'Europe. Bon, j'en parle parce que c'est vrai que c'est des instruments que je connais bien. Mais il y aura aussi, bien sûr, des spectromètres infrarouges qui vont essayer de détecter la composition de surface, déceler des minéraux, des sels, comprendre leur origine. Est-ce qu'ils ont été apportés par des comètes, des astéroïdes, ou au contraire, est-ce qu'ils viennent de l'intérieur? Ils viennent directement peut-être de l'océan interne. Il va avoir aussi, dans les deux cas, des sondeurs millimétriques ou centimétriques qui vont essayer de trouver des points chauds à la surface, des potentielles anomalies thermiques, qui seraient là une preuve d'activité interne encore plus flagrante.
Voilà, donc énormément d'instruments et d'expériences. On va pas tous les jours dans le système de Jupiter. La dernière fois, c'était la sonde Galileo. Bien sûr, depuis, entre-temps, Cassini y est passé. Il y a eu la sonde Juno aussi, je ne veux pas l'oublier, mais la sonde Juno était vraiment dédiée à la planète Jupiter et beaucoup moins à ses lunes. Donc là, il est temps de consacrer des missions à ces lunes galiléennes, en particulier à celles qui renferment un océan liquide, donc Europe et Ganymède. Nous allons quitter Jupiter et aller 2 fois plus loin dans le système solaire, autour de Saturne. Et vous nous avez déjà montré à quel point Encelade était un corps actif, fascinant et avec des caractéristiques qui cochent aussi beaucoup de cases, voire toutes, pour l'habitabilité. Alors, quels sont les plans d'exploration d'Encelade ? J'ai un certain tropisme saturnien, ça je le cache pas. Je suis la génération Cassini-Huygens, donc je suis pas la génération Galiléo, ni très très impliquée dans du Europe-Clipper. Et effectivement, je suis convaincue que ça vaut le coup de retourner, en particulier vers Encelade. Il se trouve que l'ESA a sélectionné il y a 2-3 ans un comité pour justement définir la cible et les contours de sa prochaine grande mission, donc ce qu'on appelle les missions large, donc sa mission L4. Et donc je fais partie de ce comité qui devait donc dans un premier temps choisir entre une lune de Jupiter et une lune de Saturne. Et assez naturellement, étant donné le contexte actuel, étant donné qu'il y a déjà 2 missions qui se dirigent vers le système de Jupiter, c'est le système de Saturne qui a été choisi. Et parmi les lunes de Saturne, c'est Encelade qui a été donc choisi pour cette prochaine mission L4 de l'ESA comme cible principale d'études. Alors, il faut être patient quand même. On est sur une mission qui, au mieux, arriverait au début des années 50 dans le système de Saturne, qui en plus, on est en Europe, ne peut compter que sur des panneaux solaires. Dans l'hypothèse où ça finit pas par être une collaboration avec la NASA, dans l'hypothèse où c'est une mission purement européenne. Donc, le système de Saturne, c'est quand même loin. C'est 2 fois plus loin du Soleil que le système de Jupiter. Donc, il faut des panneaux solaires encore plus grands, typiquement 180 mètres carrés, quoi. C'est le minimum. Donc, ça pose pas mal de problèmes et ça limite un peu aussi peut-être la science qu'on peut faire. Mais on va trouver des solutions d'ici là pour faire que cette prochaine visite, en tout cas d'Encelade et des autres lunes de Saturne, soit la plus fructueuse possible. Et donc, je pense que bientôt, même si c'est dans longtemps, bientôt, il y a les premiers appels d'offres, les premiers appels à idées ou à propositions de concepts de mission ou d'instruments qui vont sortir. La communauté se tient prête. Oui, la communauté européenne, mais la communauté américaine, elle est aussi très, très intéressée. Et Encelade, c'est une des cibles prioritaires pour aller rechercher des traces de vie. Donc, cette fois, on parle vraiment de mission à objectif principal de rechercher la vie. Contrairement à Mars, où on recherche des traces de vie passées, préservées jusqu'à aujourd'hui, sur Encelade, on pourrait imaginer trouver des traces de vie présentes qui pourraient s'être formées donc, dans les fumeurs noirs dont Alice a parlé, où on mélange des nutriments, des minéraux, de l'énergie. Donc, on est un oasis tout favorable aux réactions chimiques. C'est de vie qui pourrait se produire dans l'océan et qui pourrait, avec les geysers de surface, se répandre à la surface. Donc, Encelade, c'est vraiment ce corps idéal pour aller chercher de la vie parce qu'il a les conditions d'habitabilité, parce qu'il a l'accessibilité pour aller trouver de la vie à l'extérieur de ce satellite et pas avoir à creuser des kilomètres de glace pour aller à l'intérieur de l'océan. Et donc, alors la NASA n'a pas de mission prévue pour Encelade, mais puisque c'est une cible prioritaire, il y a des appels d'offres qui sont lancés régulièrement par la NASA qui s'appellent les missions New Frontiers. Ce sont des missions à moyen budget de la NASA. Donc, le moyen budget NASA, ça correspond un peu au large budget européen, mais les moyens budgets NASA, c'est un peu moins d'$1 milliard pour la mission. Et parmi cet appel d'offres qui est assez ouvert, il y a quand même des cibles qui sont imposées pour les missions à proposer dans l'appel d'offres New Frontiers. Et Encelade est la cible monde-océan pour le prochain appel New Frontiers. Alors, il devait ouvrir cette année, mais suite à des problèmes budgétaires NASA pour les années fiscales 2024-2025, il n'ouvrira pas avant fin 2025 ou 2026, malheureusement.
mais ça nous laisse plus de temps pour préparer les instruments pour mettre à bord. Et donc, Encelade est une cible parmi le futur appel d'offres New Frontiers, et on sait déjà qu'il y aura au moins 4 missions qui seront proposées dans cet appel d'offres à destination d'Encelade, puisque les Américains ont la source d'énergie nucléaire, contrairement aux Européens. Donc, comme Alice le disait, en Europe, on a pas assez de sources, donc on doit compter sur des panneaux solaires. Les panneaux solaires, ça nous permet d'aller dans le système solaire externe, mais uniquement pour rester en orbite. On ne peut pas se poser avec des panneaux solaires. On n'a pas assez d'énergie apportée au sol des satellites pour pouvoir se poser. Donc, il faut de l'énergie nucléaire. Et donc, puisque les Américains l'ont, les propositions de mission à destination d'Encelade sont des propositions en orbite ou des propositions au sol, à atterrissage, gratter la couche de glace à des endroits de dépôt frais des geysers, donc c'est-à-dire presque avoir de l'océan dans la pelle et de pouvoir analyser cet océan qui vient d'être éjecté pour pouvoir rechercher des traces chimiques d'une forme de vie présente ou bien d'avoir même des microscopes pour regarder en surface. Donc, on a ces missions en préparation. Donc, moi, je fais partie avec les équipes en France, au LATMOS notamment, de préparation d'instruments à mettre à bord de ces missions en collaboration avec nos collègues américains. Et donc, il y a un autre projet d'exploration d'Encelade qui, lui, est plus imposant. C'est des budgets plus conséquents à plusieurs milliards de dollars. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tous les 5 ans, il y a le Decadal, tous les 10 ans, pardon. On a le Decadal Survey, donc l'Académie des sciences américaines qui va se réunir avec tout un panel de scientifiques pour déterminer quels sont les objectifs scientifiques à atteindre dans le milieu spatial sur les 10 années suivantes, les 10 années à venir. Le prochain package 10 ans à venir à préparation de mission, une mission à destination d'Encelade a été déterminée comme étant la 2e priorité. La première priorité, c'est l'exploration d'Uranus. Donc, pas du tout d'exobiologie, c'est pas les mêmes, c'est plus une découverte de ce système qu'on connaît très mal. Et la 2e priorité, c'est donc un Orbilander à destination d'Encelade qui aura une partie orbiteur, une partie atterrisseur pour explorer tout le système d'Encelade et faire cette fois à la fois l'habitabilité et la recherche de vie en même temps, un peu une super mission qui inclut tous les instruments nécessaires. Donc voilà, Encelade, c'est une cible prioritaire pour les agences spatiales américaines, européennes pour aller rechercher l'aide. Je veux quand même préciser que la mission L4 vers Encelade prévoit aussi un module qui atterrirait, en l'occurrence au pôle sud, évidemment, d'Encelade. En fait, il faut savoir que les geysers d'Encelade donc éjectent de la matière, mais 90% de cette matière retombe à la surface. Donc, comme le disait Caroline, si on va à la surface, notamment au niveau du pôle sud, on récupère un échantillon direct, en fait, de l'océan interne d'Encelade. Et donc, la mission ESA, elle aussi, prévoit non seulement un orbiteur, plutôt un orbiteur de Saturne d'ailleurs, mais aussi un module de surface qui, en revanche, du fait de l'absence de panneaux solaires, mais grâce à des batteries nouvelle génération, pourrait survivre une vingtaine de jours. Alors que, effectivement, si on avait accès au moins à ce qu'on appelle les unités de chauffage radioisotopique, on pourrait durer plus longtemps. C'est la différence de taille qu'on a sur ces concepts de mission. Mais dans les deux cas, si on retourne vers Encelade, c'est vraiment pour quand même analyser un échantillon de la surface et en particulier de ces panaches de matière. Le Decadal Survey, c'est donc 2023-2032. 2032, quand on est sur cette période avec une 2e priorité, c'est-à-dire un lancement plus proche de 2030 que de 2023, hein, bien sûr, avec donc un atterrissage ou une exploitation de la mission du côté d'Encelade dans les années 2040, fin 2040. C'est plutôt 50. En fait, on est sur le même timing parce qu'il y a des contraintes fortes qui sont les saisons dans le système de Saturne. Donc, il faut quand même y être quand le pôle sud est éclairé. Et pour les communications aussi, c'est mieux. Le timing de la mission Enceladus Orbilander, si elle se fait, et celui de la mission L4 ESA est à peu près le même. C'est pour ça que peut-être à la fin, les 2 missions joindront leurs forces un petit peu comme on l'a vu dans le cadre de la mission Cassini-Huygens. En tout cas, moi, j'espère. Ça sert à rien de faire des missions concurrentes, autant joindre nos efforts. Beaucoup d'optimisme, Alice. Je suis assez d'accord avec ça. Bon, on a compris qu'Encelade, ça vous enthousiasme beaucoup. Franck ? C'était juste pour rappeler pour les auditeurs que oui, l'année de Saturne dure 30 de nos années. Donc effectivement, quand il faut planifier avec les saisons, voilà, c'est des échelles de temps assez considérables. C'est un morceau de vie.
Bon, alors après Encelade, on va rester autour de Saturne et cette fois-ci, c'est l'attaque de Titan. Donc Titan, elle est à part, elle va avoir droit aussi à sa mission d'exploration, ce sera Dragonfly. Alice, est-ce que tu veux nous parler de Dragonfly? Ah oui, Dragonfly, pour le coup, c'est sélectionné depuis 5 ans maintenant, c'était en 2019, pour le programme New Frontier de la NASA. Et donc, c'est une mission, bon, évidemment, je suis biaisée, mais absolument extraordinaire. Et je pense que Caroline ne va pas me contredire, puisqu'on est toutes les deux impliquées dans cette mission. C'est une mission donc dont la cible est Titan et qui va envoyer un drone à la surface de Titan. Un drone qui pourra voler et explorer plusieurs sites de la surface de Titan. Donc, je rappelle que Titan, c'est un satellite, c'est même le seul, en fait, du système solaire qui est entouré d'une atmosphère dense. La pression à la surface de Titan, c'est 1,5 bar, donc c'est assez proche de la pression à la surface de la Terre. Et cette atmosphère, elle est encore plus dense que celle de la Terre parce qu'il fait très froid sur Titan, il fait moins 180 degrés. Donc, elle offre des conditions favorables de navigation. Elle permet à des engins de pouvoir voler, d'autant plus que la gravité de Titan est 7 fois plus faible que celle de la Terre. Donc, on peut envoyer des engins volants vers Titan et même des engins volants géants, comme c'est le cas de Dragonfly, puisqu'il fera au moins 800 kilos. Donc, 800 kilos et une batterie d'instruments pour aller étudier la chimie organique sur Titan, essayer de déterminer jusqu'à quel degré de complexité elle est arrivée. Est-ce qu'on n'a que des molécules organiques très simples, basiques, ou est-ce qu'on est déjà sur des chaînes très longues de carbone? Donc, étudier la chimie organique, étudier l'habitabilité de Titan, peut-être en apprendre plus sur la profondeur de son océan aussi, sur sa structure interne. Il y aura un sismomètre même sur Dragonfly. Et puis, bonus ou cerise sur le gâteau, rechercher d'éventuelles biosignatures en analysant très finement, et ça Caroline en parlera mieux que moi, des échantillons du sol qui seront donc analysés à bord de Dragonfly. Donc, c'est une mission qui doit partir en 2028, arriver à la fin au milieu des années 30, fin 2034, qui durera au minimum 3 ans, probablement plus parce qu'elle est alimentée en puissance par une pile nucléaire. Donc, on peut compter, cette pile, elle a une longue expérience de vie. Donc, on peut espérer une mission qui dure plus de 3 ans, qui va au départ atterrir dans des régions de dunes sur Titan, parce que c'est des régions où il y a entre les dunes des zones assez plates, donc on espère propice à un atterrissage sans danger. Et puis qui progressivement, donc au cours de ces 3 ans, va se diriger vers un cratère d'impact assez jeune qui s'appelle Selk. Aujourd'hui, ce cratère d'impact est complètement gelé, mais quand il s'est formé, plusieurs millions, dizaines de millions d'années, mais à cet endroit-là, il y avait de l'eau liquide, sous l'effet de l'impact, ça a fait fondre la croûte. Donc, il y avait de l'eau liquide qui a pu se mélanger avec la matière organique qui est très présente sur Titan. Et peut-être que des réactions chimiques d'intérêt pour prébiotiques ou voire biologiques se sont enclenchées à ce moment-là. Et c'est ce que Dragonfly vraiment ira voir. Prélever des échantillons tout le long de son trajet vers ce cratère d'impact, mais en particulier dans la couverture d'éjecta de ce cratère d'impact pour analyser la matière organique et éventuellement rechercher des biosignatures. Donc en fait, il y a pas mal de contributions scientifiques françaises sur les différents instruments. Dragonfly, c'est 4 instruments scientifiques. Le premier, c'est DragonCam, toute une série de caméras, de navigation, de grand angle, de zoom. Il y a 9 caméras un petit peu partout, donc c'est un petit peu la base des instrumentations scientifiques dès qu'on va explorer un nouveau corps. Ensuite, on a Dragons, qui est un spectromètre gamma-neutron pour aller regarder l'humidité du sol en ammoniac et en eau et de regarder les différents sels qui se trouvent en surface. Les 2 gros instruments de Dragonfly, c'est celui sur lequel Alice est impliquée, DragMet, qui est une station géophysique et météorologique hyper complexe, composé de 12 séries de capteurs environnementaux pour regarder les variations à la fois diurnes et temporelles des vents, des températures, des activités sismiques. On a un microphone, enfin on a vraiment toute une pléthore d'instrumentation pour analyser ces différents composants. Et le dernier instrument, donc, c'est l'analyseur chimique, le DRAMS, qui est un analyseur moléculaire qui va être très similaire à celui d'ExoMars sur Mars, qui est MOMA.
dont parlait Alice quand on parlait de Mars, qui va permettre de séparer les molécules organiques afin de pouvoir mieux les identifier et surtout de déterminer l'origine de ces molécules. Est-ce que c'est une origine chimique? Est-ce que c'est une origine biologique? Donc, c'est pas un objectif phare de la mission d'aller rechercher la vie. L'objectif, c'est de comprendre la structure interne de Titan, la surface, la sous-surface, la complexité moléculaire. Et la recherche de vie, c'est plus un bonus qu'on est capable d'accomplir avec Dragonfly, mais c'est pas l'objectif de la mission. Donc, on a ces 4 instruments qui travaillent de concert et l'instrument DRAMS va être alimenté par l'instrument Draco, qui est l'acquisiteur d'échantillons, un foreur qui creuser seulement quelques centimètres dans la surface de Titan pour prendre ces différents sols dans les dunes, dans les interdunes, dans le cratère d'impact, la couverture d'éjecta. Si jamais on trouve des cryovolcans, ça serait encore un site d'analyse différent. Et chaque vol sur Dragonfly sera d'une dizaine de kilomètres. Il y a plusieurs dizaines de sites, presque une trentaine de sites qui vont être analysés dans les 3 ans et demi de mission nominale, ce qui nous donne plusieurs centaines de kilomètres d'exploration entre le début de la mission et la fin de la mission. Et ça nous permet d'analyser les différents sites. C'est tous ces sites qui ont été identifiés depuis l'orbite comme étant très différents. Et donc, on va analyser sur place, cette fois in situ, à quel point ces sites sont différents. Les dunes, on peut avoir du sol qui est composé de 100% de matière organique, qui est l'aboutissement de la chimie organique avec des processus très complexes. Et donc, c'est la fin de ces processus où les molécules vont se déposer sous les formes de dunes. Et à contrario, vers la couverture d'éjecta et le cratère sel, qu'on va pouvoir plutôt retrouver des sols qui sont composés de glace d'eau. Cette eau qui a pu être liquide transitoirement par le passé. D'ailleurs, les dernières études ont montré que les poches d'eau liquide transitoire dues à l'énergie des impacts météoritiques peuvent subsister pendant des dizaines de milliers d'années. Ce qui est suffisant pour que les molécules organiques, en se mélangeant avec ces poches d'eau liquide, puissent créer des réactions très complexes et aboutir à des biosignatures, des molécules prébiotiques, ou en tout cas des molécules ultra complexes qu'on sera capable d'analyser avec DRAMS. Juste dire que il faut pas imaginer que Dragonfly ça toujours dans l'air. Hein. 99% du temps, il sera au sol, bien tranquille, à faire plein de mesures. Et quand il voudra aller voir un autre site, il partira et il pourra se déplacer comme ça d'une douzaine de kilomètres. C'est tout l'intérêt d'avoir un drone, c'est qu'on a un rayon d'exploration à la fin qui est beaucoup plus grand que ce que pourrait faire un rover qui peut être bloqué par des cailloux ou par un relief. Voilà, en 3 ans, on va aller jusqu'au cratère et c'est de l'ordre de 120 km, alors que Curiosity, je crois qu'il a fait 20 km en 10 ans, enfin un truc comme ça. Un peu plus, il est plus à la trentaine. Le maximum sur Mars, c'est Opportunity qui a fait presque 45 km. Au moment des 42 km, tout le JPL a couru un marathon, tous ceux qui pouvaient en tout cas, pour célébrer le marathon d'Opportunity sur Mars. Combien de temps fallait le pouvoir hein en 12 ans, 15 ans. Voilà, donc c'est ça. C'est la grande force d'aller sur Titan et d'utiliser l'atmosphère pour se déplacer, c'est de pouvoir se déplacer dans des zones qui, en tout cas, vues d'orbite, ont l'air extrêmement différentes et de pouvoir analyser cette différence au niveau moléculaire en surface pour confirmer ces différences et pour essayer de comprendre la chimie sur ces différents sites. Et aussi, Franck, tu parlais tout à l'heure de l'année Titan, qui est de 29 ans. Donc, on a des saisons sur Titan, à l'instar des saisons terrestres, les 4 saisons. Alors, chacune va durer un petit peu plus longtemps. On a presque 7 ans de chaque saison. 7 ans et demi. Mais le jour sur Titan est également beaucoup plus long que le jour terrestre. Un jour sur Titan, c'est 16 jours terrestres. Et pendant la moitié du temps, donc on est éclairé, pendant la moitié du temps, c'est la nuit. Et c'est pendant les 8 jours de nuit, on va recharger les batteries pour pouvoir faire des activités sur les 8 jours de jour. Donc, on a cette série d'opérations qui sera assez relax comparée aux opérations martiennes, puisque chaque vol, donc Alice l'a dit, le vol, c'est uniquement pour se déplacer. Il n'y a pas de science qui est faite en vol. On passera très peu de temps en vol, c'est uniquement le déplacement. Chaque vol sera espacé de 2 à 3 jours Titan, c'est-à-dire de 1 mois à 1 mois et demi. Ah oui. Donc, on fera des changements de site tous les mois à 1 mois et demi terrestre. D'ailleurs, quand on utilisera l'instrument DRAMS, puisque
C'est un instrument assez complexe qui requiert à peu près toute l'énergie. On est détesté par tous les instruments quand on fait fonctionner notre chromatographe. D'ailleurs, oui, il y a un des sous-instruments de Drams qui est le chromatographe en phase gazeuse qui va permettre de séparer les molécules. C'est une fourniture française qui est fournie par un consortium de laboratoires l'idée par le LATMOS et financé par le CNES, l'Agence spatiale française. Et donc, quand on fait fonctionner notre chromato, plus rien d'autre peut fonctionner et on sera sur 3 jours Titan, donc 1 mois et demi terrestre par rapport aux 2 jours quand on le fera pas fonctionner. Ce qu'il faut dire aussi. Vas-y, il faut dire plein de choses, hein, on n'arrêtera jamais. Attends, le dernier truc pour qu'on mesure quand même l'exploit que la NASA essaye de réaliser là, c'est que ce drone, évidemment, quand il va se déplacer, quand il va voler, il sera en navigation totalement autonome. Donc, grâce à ses caméras, il va prendre plein d'images et c'est de la reconnaissance d'images qui va lui permettre de se diriger, même si on lui aura donné une destination, mais de décider surtout s'il peut atterrir et si c'est si c'est sûr pour lui. Et il sera aussi en communication directe avec la Terre. Il n'y a pas de relais, en fait, parce que ce serait trop cher. Et c'est quand même une mission qui va relever beaucoup, beaucoup de défis. Et on a hâte de voir ce que ça donne. Donc, rendez-vous au milieu des années 30. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais Saturne, on doit être à peu près à 1h30, à peu près lumière. C'est ça, 1h30, 1h45. Et selon la position relative, donc 1h30, et on ne peut pas, bien sûr, dire « Ouh, je vois un caillou intéressant là-bas ». Allez, on y va. Je tourne à droite, c'est pas trop possible. Il faut qu'il puisse le faire tout seul. En fait, on peut le dire, parce que justement, la stratégie de Dragonfly pour pallier à cette 1h30 de délai et qui fait qu'on peut pas piloter en temps réel, c'est d'aller faire des survols d'exploration du site suivant d'intérêt avant de revenir se poser à un site précédent. Le terme qu'on utilise en anglais, c'est le scouting. On va aller regarder en amont de l'atterrissage la zone, prendre des photos. Donc, c'est la seule science qui est faite en vol, ce sont les photos. Donc, science et navigation. On va prendre des photos du site en descendant assez proche, mais sans se poser. Et puis, on va aller se reposer à un site qui avait été étudié en préalable. Comme ça, on reçoit les données sur Terre. Les scientifiques regardent les données et disent justement « Ah, ce caillou sur le site suivant, il a l'air intéressant. Donc, on va aller se poser à côté. » À part le premier atterrissage qui est complètement autonome, donc c'est le plus difficile, le plus dangereux, et c'est pour ça qu'on va atterrir dans des zones qui sont assez plates entre les dunes. À part ce premier atterrissage, tous les futurs atterrissages seront quand même contrôlés entre l'homme et la machine. Et quelque chose qu'on n'a pas précisé également et qui est par rapport à cette année de Titan qui est de 29 ans. Donc, Alice a dit, on se pose en 2034 sur Titan, fin 2034, décembre. La dernière fois qu'on s'est posé sur Titan, c'était la sonde Huygens européenne qui s'est posée en 2004, c'est-à-dire 30 ans. 2005, janvier 2005. Pardon, à l'arrivée de Cassini dans le système de Saturne, 2004, janvier 2005, on se pose avec Huygens. C'est-à-dire entre 29 et 30 ans avant Dragonfly, c'est-à-dire pile une année de Titan. On va se reposer avec Dragonfly dans une région qui est similaire à celle de Huygens. C'est une latitude qui est similaire. Et donc, on a quand même quelques indices sur le fait que les vents seront faibles, qu'il y aura probablement pas de pluie de méthane. Donc, en plus de se poser en autonome sur cette région assez plate entre les dunes, on connaît des conditions météorologiques locales au moment de l'atterrissage qui nous donnent encore plus de confiance sur la sécurité de l'atterrissage. Oui, donc là-bas sur Titan, ils vont dire encore, déjà. C'est ça, exactement. Ils viennent tous les ans, quoi. C'est l'anniversaire. Les pauvres habitants de l'Équateur, ils vont se dire, ah non. C'est un anniversaire. J'ai une question un peu naïve. J'imagine c'est pas très bien s'il se pose dans de l'azote liquide ou des hydrocarbures liquides. Ça fait partie de son appareillage, de ce qu'il est capable de reconnaître ou alors est-ce que vous savez que vous ne serez pas dans ce type de zone? A priori, à ces latitudes, il n'y a pas d'étendue liquide, donc c'est c'est plutôt du méthane liquide ou de l'éthane liquide, il n'y en a pas. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise parce que en fait, la plus haute résolution des images de Cassini, c'est 300 mètres. Donc, c'est possible que localement, il y ait des étendues liquides. À ce moment-là, j'imagine que son système de navigation autonome sera capable de détecter des zones lisses, trop lisses pour être vraies, et les évitera. Mais c'est une question, qui se pose effectivement. Merci pour toutes ces réponses. Vous avez vraiment l'air très enthousiaste et très investi dans le sujet. Et en parlant d'investissement, est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots comment est-ce que votre recherche s'inclut dans cette thématique et qu'est-ce que vous faites pour répondre à la grande question de la vie ailleurs au quotidien, dans votre métier?
Personnellement, ma recherche, c'est directement cette thématique. Et par contre, il y a plusieurs façons d'y répondre. Et moi, j'utilise 3 volets différents dans ma recherche pour répondre à cette thématique. Et on en a parlé surtout de 2 de ces 3, justement. On a parlé des missions d'exploration, donc de construction d'instruments, de sondes à mettre à bord de missions spatiales pour aller explorer directement in situ le corps et faire de la chimie sur place. On a parlé des analogues sur Terre. Donc, moi, je vais collecter des analogues sur différents environnements terrestres qui vont ressembler soit à Mars, au Svalbard, soit aux océans d'Europe et d'Encelade en Espagne ou à d'autres environnements des corps du système solaire. Et j'ai une 3e partie de ma recherche qui est le travail expérimental en laboratoire. Le petit rat de laboratoire, comme on peut l'imaginer, avec la blouse blanche, les cheveux en pétard. Et donc cette partie laboratoire, elle est essentielle pour 2 choses. Elle est essentielle déjà pour analyser nos analogues de terrain, pour essayer de voir est-ce qu'on voit de la vie sur un environnement où on sait qu'il y a de la vie avec nos instruments de laboratoire. Et puis, elle est essentielle pour comprendre les résultats des missions une fois qu'ils sont en exploitation sur les planètes. Par exemple, Curiosity, ça fait 12 ans qu'elle est sur Mars, en train de faire des analyses de roches. On a fait une 40aine de fourrages où on fait des analyses chromatographiques. Donc, sur SAM également, le LATMOS était le lead avec tout un partenariat d'autres laboratoires de recherche pour la fourniture de l'instrument de séparation moléculaire, le chromatographe en phase gazeuse, qui permet de faire cette analyse moléculaire et d'identification. Et donc, une fois qu'on a un résultat de Mars, ça nous donne énormément d'informations, sauf que Mars nous parle en martien. Donc après, il faut décoder. Et donc, notre pierre de Rosette pour transposer du langage martien au langage chimique, c'est le laboratoire. On fait des analyses en laboratoire pour essayer de comprendre les résultats qu'on obtient sur Mars. Donc, on va reproduire les expériences. Par exemple, on trouve sur Mars que le sol est recouvert d'oxyde de chlore, qu'on appelle des perchlorates. C'est quelque chose qui est très rare sur Terre. On n'en a pas dans nos échantillons, sauf dans quelques rares endroits. Donc, pour essayer de comprendre les résultats martiens, on va rajouter des perchlorates dans nos échantillons de laboratoire et voir qu'est-ce que ça change sur la chimie. Et donc, toute cette itération entre les résultats martiens, les résultats de laboratoire, et puis faire des sondes qui sont adaptées, etc., c'est un travail permanent de discussion entre le laboratoire, le spatial, le laboratoire. Et ces 3 volets de recherche, j'ai la chance de faire les 3 qui donnent du début à la fin de la question de répondre par toutes les différentes thématiques. Et ce qui donne un métier qui ne se ressemble jamais d'une journée sur l'autre. Il n'y a pas de journée type, il n'y a même pas de semaine type. Je peux passer une semaine en laboratoire à essayer de réparer un instrument parce que j'ai des fuites d'hélium. Ouais, c'est un cas qui est dur. Ça n'arrive pas tous les jours chez moi. Vous sentez la frustration. Comme je peux passer une semaine sur l'ordinateur à rédiger un article, une proposition d'instrument ou de financement, comme je peux être dans une conférence où là, je reviens tout juste de Toulouse où on a fait un meeting d'équipe de la participation française à l'instrument Drams de Dragonfly. Et on était toute l'équipe à faire la réunion d'équipe bisannuelle. Donc, aucune journée se ressemble et aucune semaine se ressemble. On est des fois sur Mars, dans le labo, sur Titan, en travaillant avec des ingénieurs, avec des techniciens, avec d'autres scientifiques. Donc, c'est un métier qui est une émulation permanente. C'est vraiment super. C'est une thématique qui est passionnante. C'est facile à enthousiasmer les foules avec ce genre de thématique. Bon, en plus, on a des images qui sont magnifiques à montrer sur l'exploration du système solaire, sur les rovers qui prennent des photos de fous avec des résolutions monstrueuses. Donc, c'est 1000 métiers en un, finalement. Et Alice va pouvoir compléter avec un autre des métiers que moi, j'ai pas. Oui, voilà, il y a pas de journée type non plus. D'autant qu'à moi, toutes mes activités liées à la recherche ou aux responsabilités collectives, il y a bien sûr l'enseignement, quand même, qui prend pas mal de place. Ah oui. Donc, parfois, ça peut générer un peu de frustration, justement, de pas avoir 2 journées consécutives consacrées au même sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'ennui, quoi. Il n'y a pas d'ennui et il y a de la diversité.
Moi, mes recherches, quand même, clairement, elles sont pas directement liées à la recherche de vie, mais elles y contribuent indirectement, puisque moi, donc, je m'intéresse aux surfaces et aux sous-surfaces du système solaire. Je les observe, notamment avec des radars et des radiomètres, et puis j'essaye de comprendre leur histoire géologique, leur évolution, et puis d'estimer du coup leur habitabilité, leur capacité à un moment passé ou présente à accueillir une forme de vie. Donc moi, c'est vrai que mes instruments, donc je travaille beaucoup sur l'analyse de données, donc des données, je le disais, radar radiométriques qui vont par exemple révéler la structure d'un sous-sol ou bien permettre de déceler des anomalies thermiques. Par exemple, sur Encelade, on a décelé des anomalies thermiques au pôle sud qui sont pas visibles dans l'infrarouge, mais qui, quand on va aller dans des longueurs d'onde plus grandes, dans les micro-ondes, sont visibles. Donc voilà, là, il y a un lien quand même avec, en tout cas, l'habitabilité, si c'est pas la recherche de la vie. Donc, je travaille sur l'analyse de données, mais pour analyser les données, il faut des modèles. Donc, je développe aussi des modèles plus ou moins complexes. Et puis, au laboratoire, on a cette particularité aussi de concevoir des radars à pénétration sol, en particulier celui qui devrait partir à bord de la mission ExoMars dans quelques années maintenant. Donc, je travaille aussi sur le développement de ces radars et leurs tests. Alors ça, c'est la partie, peut-être une des parties que j'aime le plus dans mon travail, c'est les campagnes de mesure où on va sur des potentiels analogues martiens, par exemple. Alors, c'est pas des analogues en termes de chimie ou de biologie, hein, c'est des analogues géophysiques, géologiques, puisque nous, voilà, on est sensible aux structures. Et puis on teste notre capacité déjà à acquérir des données avec une réplique par exemple, du radar qui sera sur ExoMars. Et puis on affine tous nos outils de traitement des données, de traitement du signal et d'interprétation des observations pour être prêt le jour où on aura des vraies données martiennes dans le cas du radar d'ExoMars. Donc pas un lien direct avec la vie, mais évidemment c'est ça aider à comprendre les environnements, le contexte dans lequel peut-être un jour on trouvera des traces de vie. Et Alice, tu as aussi écrit un livre avec des collègues qui s'appelle Les Mondes de Saturne, un livre qu'on conseille aux auditeurs, et on n'est pas les seuls puisqu'il a reçu le prix Ciel et Espace. Tu peux peut-être nous en dire deux mots de cette expérience et de ce qu'on trouve dans ce livre? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'appartiens à la génération Cassini, et je suis pas la seule, et on est nombreux en fait après la fin de la mission, donc en 2017, à s'être trouvés orphelins en fait, et puis aussi s'être dit que il y aurait pas de prochaine mission vers le système de Saturne avant un certain temps. À l'époque, Dragonfly n'était pas encore sélectionné, et qu'il était temps de faire un espèce de bilan d'état des connaissances avant la prochaine mission qui demandera bien sûr de réécrire encore une fois les livres d'histoire. Et donc avec trois autres collègues, on a entrepris cette aventure. C'est déjà une aventure humaine en fait, l'écriture d'un livre. Sur les mondes de Saturne, il fallait au moins être 4 parce qu'ils sont variés. Et puis il y a la planète, il y a les anneaux, les satellites. Saturne, c'est quand même la planète qui a le nombre record de satellites, plus de 100, plus de 120 même. Et puis Titan en particulier, qui est un monde à lui tout seul. Donc, on s'est partagé un petit peu le morceau, tout en interagissant énormément. Tout comme, d'ailleurs, les lunes de Saturne interagissent avec les anneaux, avec la planète, etc. Donc, j'ai beaucoup appris, en fait, en écrivant ce livre. Et puis, d'ailleurs, je remets ça. Donc, puisque avec deux autres collègues, on est en train d'écrire pour la même maison d'édition un livre sur Vénus. Parce que Vénus, c'est une planète qui a été boudée pendant des années. Là, il y a eu 2 missions seulement en 35 ans. Et puis, ça va changer puisque en 2021, il y a 3 missions qui ont été sélectionnées pour partir vers Vénus et y arriver au début des années 30. Donc, on a aussi un trou un petit peu dans l'histoire, dans la connaissance de Vénus qui va être comblé, mais pas tout de suite. Et donc, on s'est dit, on va faire un bilan. Il se trouve que je suis impliquée dans la mission Envision. Je fais partie de l'équipe du radar d'Envision, donc qui va cartographier à une résolution sans précédent la surface de Vénus. Et c'est pour quand ce nouveau livre? 2027. Ah le même retard que sur les missions? Les missions n'arriveront pas avant 2031, donc voilà. Voilà. C'est formidable, bravo, vraiment. Et merci beaucoup pour tout ce temps que vous nous avez consacré et d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous. On a envie de voir là tout de suite maintenant les images de Dragonfly avec ses nombreuses caméras. Merci aussi aux auditeurs et aux auditrices d'avoir été là pour ce nouvel épisode du podcast Venu d'ailleurs. Un podcast qui est soutenu par la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science et par le réseau Origins de l'Université de Bordeaux. Après avoir parlé de glace et de robots, nous vous proposons de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré aux indices dont nous disposons
et à ceux qu'il nous faut encore chercher pour résoudre la grande enquête de la vie ailleurs. À très bientôt, même univers, même galaxie, même planète, sur le podcast Venu d'ailleurs.